Chapitre 1, l'opérateur fantôme. John Baxter était accroupi derrière une barrière de béton dans les rues bombardées de Kandahar. Son visage buriné scrutait le complexe à travers des lunettes de vision nocturne. À 38 ans, il était une légende des forces spéciales. Un homme qui accomplissait des missions impossibles et éliminait des cibles de haute valeur avec une précision chirurgicale. Son bilan était classifié, mais des rumeurs dans le milieu militaire évoquaient des chiffres qui mettraient les guerriers aguerris mal à l'aise. Phantom 6, ici le contrôle, crépitait dans son oreillette. Cible confirmée dans le bâtiment Alpha. Vous êtes autorisé à peindre. Les doigts calleux de J s'enroulaient autour du désignateur de cible laser, un dispositif qui guidait un missile Elfir jusqu'à sa destination avec une précision extrême. 20 ans de service militaire lui avaient appris que l'hésitation était l'ennemi du succès. Chaque cible éliminée signifiait que les soldats américains rentraient chez eux vivants. Mais John Baxter n'avait pas toujours été une machine à tuer. 5 ans plus tôt, il était devenu un homme différent. Marié à René Andry et père d'une petite Emma Baxter. Le divorce avait été l'idée de René, prétextant qu'elle ne supportait pas le stress de la vie militaire, les déploiements, la peur constante de le perdre. Elle avait emmené Emma et était retournée au Colorado, prenant un nouveau départ, tandis que John s'enfonçait de plus en plus dans les opérations secrètes. Papa l'appelait tous les soirs. Emma le lui avait dit lors de leur dernière conversation vidéo 3 semaines plus tôt, son visage innocent de 8 ans rayonnant sur l'écran de l'ordinateur. Mais maman lui avait dit, tu es trop occupé à combattre les méchants pour venir me voir. John avait promis de prendre bientôt congé pour passer du temps avec sa fille plutôt que ces moments volés entre deux missions. Emma était la seule personne au monde capable de le faire sourire sincèrement. Le seul lien avec l'homme qu'il était avant que l'armée ne le transforme en quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus efficace. Son téléphone vibra, un SMS de son supérieur, Kirk Holt. Nouvelle cible prioritaire identifiée. Prolonger le déploiement de 2 semaines. John répondit. Négatif. Un congé est prévu. Non négociable. Phantom 6. Priorité à la sécurité nationale. John fixa le message, puis la photo d'Emma qu'il gardait cachée dans son gilet tactique. Elle tenait un dessin qu'elle avait fait de lui en uniforme, avec ses médailles et un grand sourire. L'innocence dans ses yeux lui rappelait pourquoi il se battait, pour protéger les gens comme elle des monstres qui rôdaient dans l'ombre. Mais parfois, la frontière entre protecteurs et monstres s'estompait dans l'obscurité des champs de bataille étrangers. Contrôler Phantom 6. Début de la désignation des cibles. Tandis que John levait le désignateur laser, son esprit s'égarait vers des temps plus simples. René était belle lorsqu'ils s'étaient rencontrés à un bal militaire. Cheveux blonds, sourire éclatant et un rire contagieux qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital de la base, attirée par son intensité tranquille et le danger qui l'entourait comme une seconde peau. Leur cours avait été un tourbillon d'instants volés entre 2 déploiements. René prétendait adorer son dévouement, son sens moral inébranlable, sa nature protectrice. Mais à mesure que les années passaient et que les missions devenaient plus confidentielles et plus violentes, elle commença à lire dans ses yeux quelque chose qui l'effrayait. On est différent à son retour, avait-elle dit lors d'une de leurs dernières disputes. Plus froid, plus distant. C'est comme laisser une part de soi sur ces champs de bataille. Elle n'avait pas tort. Chaque mission exigeait de John qu'il compartimente son humanité pour devenir le tueur efficace qui assurait la sécurité de l'Amérique. La transition vers son rôle de mari et de père devint de plus en plus difficile à mesure que le nombre de victimes augmentait et que ses méthodes devenaient plus impitoyables. Les papiers du divorce étaient arrivés alors que John éliminait une cellule terroriste en Syrie. À son retour aux États-Unis, René avait déjà déménagé à Colorado Springs avec Emma, prétextant avoir besoin de s'éloigner de la vie militaire pour guérir et prendre un nouveau départ. Tu peux voir Emma quand tu veux, lui avait promis René. Je n'essaie pas de la séparer de toi. Je ne peux tout simplement pas être marié à quelqu'un qui me fait peur. John avait accepté le divorce sans contestation, sachant que René avait probablement raison de craindre ce qu'il était devenu. Mais Emma restait son ancrage dans l'humanité, la seule personne capable de voir l'homme bon enfoui sous des couches de violence justifiées. Son téléphone satellite sécurisé sonna, interrompant sa désignation de cible. L'afficheur affichait le numéro d'Emma, ce qui était inhabituel. Elle appelait généralement lors de conversations vidéo programmées, et non pendant ses heures de bureau. John activa son laryngophone. Contrôle Phantom 6. Communication prioritaire, en attente. Il répondit au téléphone,
s'attendant à entendre la voix enjouée d'Emma l'interroger sur sa dernière aventure. Au lieu de cela, il fut accueilli par des sanglots déchirants et une voix lourde de douleur et de terreur. Le désignateur laser lui parut soudain léger entre les mains tandis que la voix brisée de sa fille bouleversait son univers. Chapitre 2. La nouvelle famille. 3 mois plus tôt, René Andry arrangeait des fleurs dans la cuisine de sa maison de Colorado Springs lorsque la sonnette retentit. Par le Judas, elle aperçut un bel homme vêtu d'un costume coûteux, grand, aux cheveux noirs, arborant ce sourire confiant qui avait toujours été son point faible. « Madame Baxter » avait-il dit lorsqu'elle avait ouvert la porte. « Je suis Darren Lockwood, votre nouveau voisin. Je voulais me présenter et savoir si vous aviez besoin d'aide. » Darren avait emménagé dans la maison d'en face 2 semaines plus tôt, et René l'avait remarqué en train de travailler dans son jardin, semblant toujours synchroniser ses activités extérieures avec ses allées et venues. Il était attirant comme John ne l'avait jamais été. Raffiné, sophistiqué, sans le côté dangereux qu'il avait finalement éloigné de son ex-mari. En fait, ses rics maintenant, avait-elle corrigé en souriant malgré elle. J'ai repris mon nom de jeune fille après le divorce. Ah, divorce récent. L'expression de Darren était compatissante, compréhensive. J'en ai vécu un moi-même l'année dernière. C'est dur, surtout avec des enfants. Cet après-midi-là, autour d'un café, René s'était confié à ce charmant inconnu. Darren prétendait être représentant pharmaceutique, voyageant fréquemment, mais ayant récemment déménagé dans le Colorado pour une vie plus. Renseignements, il les traquerait avec une efficacité professionnelle et une motivation personnelle. Emma méritait de grandir dans un monde où de tels monstres craignaient les conséquences de leurs actes. Et John veillerait à ce qu'ils en tirent les leçons par leur expérience personnelle directe. Chapitre 9, la dernière leçon. 2 mois plus tard, John était assis dans la chambre d'hôpital d'Emma tandis qu'elle terminait sa dernière séance de kinésithérapie. Ses doigts avaient mieux guéri que prévu, même si elle garderait toujours les cicatrices du marteau de Darren Lockwood. Mais ces cicatrices lui avaient aussi appris des leçons sur le monde que la plupart des enfants de son âge ne comprendraient jamais. « Papa, les méchants reviendront-ils un jour ?» demanda Emma tandis que le thérapeute finissait de lui bander la main. « Non, ma chérie. Les hommes mauvais qui t'ont fait du mal sont partis à jamais. » « Et les autres hommes mauvais ?» John réfléchit longuement à sa réponse. Emma méritait l'honnêteté, mais elle méritait aussi l'innocence que Lockwood avait tenté de lui voler. Il y aura peut-être d'autres hommes mauvais un jour, mais papa a des amis qui les surveillent. Et s'ils s'approchent un jour de toi, ils découvriront que blesser des petites filles est une erreur très dangereuse. Emma hocha la tête avec la sévérité de quelqu'un qui a appris que le mal existe, mais que les bonnes personnes le combattent. Moi aussi, je n'apprendrai pas à me battre, alors je pourrai peut-être t'aider à arrêter le méchant un jour. Mais pour l'instant, ton rôle est d'avoir 8 ans et de laisser papa s'occuper du méchant. Après la séance avec Emma, John a rencontré l'inspecteur André Jefferson pour examiner les rapports finaux sur ce qu'on appelait désormais l'incursion des services de renseignement étrangers. Les documents officiels décrivaient une opération policière coordonnée qui avait permis d'identifier et d'éliminer plusieurs réseaux de renseignement étrangers opérant dans le Colorado. 17 agents ennemis tués ou capturés, selon Jefferson. 3 réseaux de renseignement étrangers complets démantelés. Des dizaines de familles de militaires américains ne sont plus menacées. À tous égards, l'opération a été un succès. Quelles sont les retombées politiques? Minimes. Le ministère de la Justice considère cela comme une victoire antiterroriste, et le Congrès salue la coopération interagences. Personne ne pose de questions gênantes sur les méthodes ou les moyens. Jean hocha la tête avec satisfaction. La force opérationnelle interarmée de contre-espionnage avait prouvé son efficacité et des unités similaires étaient déjà en cours de création dans d'autres grandes villes à forte population militaire. Il y a une complication, poursuivit Jefferson, l'air de plus en plus troublé. La demande de garde de René. John s'attendait à cette évolution malgré le rétablissement d'Emma et l'élimination des menaces immédiates. René restait convaincu que la profession de John faisait de lui un tuteur principal inadapté. Quel est son argument? Que votre travail actuel expose Emma à des dangers permanents qui l'emportent sur les avantages de votre protection. Elle cite l'incident du lycée comme preuve que vos ennemis continueront de cibler Emma, quelles que soient vos mesures de sécurité. Quant à la première réponse du tribunal, le juge doit entendre les plaidoiries la semaine prochaine. Mais John Jefferson marqua une pause. L'avocat de René vous a interrogé sur votre service militaire, votre affectation actuelle, vos méthodes pour gérer les menaces.
Ils essaient de vous dépeindre comme un vétéran instable qui recourt à une violence excessive pour résoudre les problèmes. John sentit une colère froide et familière s'installer dans sa poitrine. L'ironie ne lui échappa pas. Il était présenté comme dangereux par la femme dont la négligence avait permis la torture d'Emma, tandis que l'homme qui avait éliminé cette menace risquait de perdre la garde de ses enfants. Prenez rendez-vous avec René aujourd'hui. Cet après-midi-là, John retrouva son ex-femme au café où ils avaient discuté de leur divorce des années auparavant. Elle semblait fatiguée, stressée et plus âgée que ses 34 ans. Les conséquences psychologiques de la découverte de sa manipulation par un espion étranger la pesaient encore. « Je suppose que vous voulez discuter de la demande de garde », dit René sans préambule. « Je veux discuter de l'avenir d'Emma et du genre de vie que vous pensez qu'elle devrait avoir. » L'expression de René se durcit. Une vie normale, loin des missions classifiées, des agents fédéraux et des hommes armés qui surveillaient sa maison. Une vie normale où les agents des services secrets étrangers peuvent la cibler en toute impunité parce que son père ne les traque pas en premier. Ce n'est pas pour autant que René a cessé de reconnaître la validité de l'argument de John. Il doit y avoir un juste milieu, un moyen de protéger Emma sans transformer son enfance en opération militaire. John se pencha en avant, sa voix portant le poids de conviction absolue. René, laissez-moi vous expliquer un peu le monde dans lequel nous vivons. Il y a des gens, des professionnels qualifiés, dont le travail consiste à identifier le personnel militaire américain et à exploiter ses vulnérabilités. Ils étudient nos familles, nos enfants, nos faiblesses. Ils utilisent la guerre psychologique pour compromettre notre efficacité opérationnelle. Je comprends cela. Et vous? Parce que Darren Lockwood vous a spécifiquement ciblé, vous et Emma, pour m'atteindre. Il a torturé notre fille pour obtenir des renseignements militaires qui auraient entraîné la mort de soldats américains à l'étranger. Ce n'était pas de la violence aveugle. C'était de l'espionnage professionnel mené contre une enfant de 8 ans. Le visage de René pâlit lorsqu'elle comprit toutes les implications. Vous dites qu'ils ne s'arrêteront jamais. Je dis que tant que je serai impliqué dans des opérations de contre-espionnage, Emma restera une cible potentielle pour des ennemis étrangers. Mais je dis aussi qu'elle est plus en sécurité avec moi que sans moi, car j'ai les compétences et les ressources nécessaires pour éliminer définitivement ces menaces. Et si vous êtes tué, si l'une de vos missions tourne mal, qu'adviendra-t-il d'Emma? John resta silencieux un long moment. C'était une question pertinente. Sa profession. Cela comportait des risques inhérents qui pouvaient laisser Emma orpheline ou vulnérable aux représailles. Si je suis tué, Emma sera protégée par le réseau d'opérateurs qui travaillent avec moi. Des hommes comme Ali O'Brien, Zach Walton, Edgar Davenport, des professionnels qui comprennent que la protéger, c'est protéger une partie de ce qui fait de nous des êtres humains. René le regarda avec un mélange d'admiration et d'horreur. Vous avez bâti toute une organisation pour assurer la sécurité de nos filles. J'ai bâti une organisation pour assurer la sécurité des familles américaines. Emma est justement celle à qui je tiens le plus. Avant que René ne puisse répondre, le téléphone sécurisé de John vibra, un message urgent de Kirkcall. Cible prioritaire identifiée. Une cellule de renseignement iranienne planifie une opération contre des familles de militaires à San Diego. Votre force opérationnelle est appelée à se déployer immédiatement. John montra le message à René, observant son expression tandis qu'elle en digère les implications. Davantage d'enfants sont en danger, dit-elle doucement. Davantage d'enfants qui ont besoin de quelqu'un pour arrêter les monstres avant qu'ils ne frappent. René resta silencieuse pendant plusieurs minutes, fixant par la vitrine du café la rue banale de banlieue où des familles ordinaires vivaient une vie banale. Parfaitement inconsciente des prédateurs qui les observaient dans l'ombre. Si je retirais ma demande de garde, dit-elle finalement, quelle garantie ai-je qu'Emma sera protégée? Tu as ma parole que quiconque la menace subira le même sort que Darren Lockwood et ses complices. Ce n'est pas une garantie légale, John. C'est une promesse de violence. Le sourire de John était froid mais sincère. Parfois, ce sont les seules garanties qui comptent. Ce soir-là, John reçut la confirmation que René avait retiré sa demande de garde. Emma resterait avec lui, protégée par le réseau de tueurs professionnels qui avaient juré de défendre les familles américaines contre les menaces étrangères. Alors qu'il bordait Emma ce soir-là, elle leva les yeux vers lui avec l'expression sérieuse qu'elle avait développée depuis son calvaire avec Lockwood. « Papa, vas-tu devoir repartir combattre le méchant? » « Oui, mon cœur. Mais cette fois, je vais m'assurer qu'ils comprennent ce qui arrive à ceux qui font du mal aux enfants. Alors peut-être qu'avec le temps,
il n'y aura plus autant de méchants à qui il faudra faire appel. Combattre. Emma hocha la tête avec la sagesse d'une enfant de 8 ans. Tant mieux, car je veux aussi que les autres enfants soient en sécurité. John l'embrassa sur le front, émerveillé par la résilience et la compassion qui avaient survécu à sa torture. Emma comprenait que le travail de son père était nécessaire, même s'il était dangereux. Elle avait appris que certains problèmes nécessitaient la violence pour être résolus, mais que la violence pour défendre l'innocence était différente de la violence pour elle-même. Alors que John se préparait à son déploiement à San Diego, il repensa aux leçons des derniers mois. Darren Lockwood avait cru pouvoir recourir à la guerre psychologique contre la famille de Gill sans conséquence. Les services de renseignement étrangers avaient supposé que le personnel militaire américain accepterait les menaces contre leurs enfants comme un risque professionnel inévitable. Ces deux hypothèses s'étaient avérées fatales. La force opérationnelle interarmée de contre-espionnage était désormais opérationnelle dans 6 grandes villes, et de nouvelles unités étaient créées chaque mois. Les agents du renseignement étranger apprenaient que cibler des familles américaines entraînait des représailles rapides et permanentes. L'effet dissuasif se mesurait déjà à la diminution des évaluations des menaces et à la réduction des opérations de collecte de renseignements contre le personnel militaire. John Baxter avait transformé sa tragédie personnelle en victoire stratégique, utilisant la souffrance de sa fille comme motivation. Pour protéger des milliers d'autres familles américaines d'attaques similaires. Certains pères ont protégé leurs enfants par des moyens conventionnels. John Baxter a protégé sa fille en chassant les monstres qui s'en prenaient à elle, les éliminant avec l'efficacité clinique d'un soldat professionnel et la motivation passionnée d'un père qui avait vu ce que le mal pouvait faire aux innocents. Emma grandirait en sachant que son père était un tueur, mais aussi en comprenant qu'il tuait pour protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. Elle apprendrait que la justice exigeait parfois la violence, mais que la violence sans justice n'était que brutalité, et elle n'aurait plus jamais à craindre que les monstres du monde puissent l'atteindre sans avoir à subir les conséquences de contrarier John Baxter. Le chasseur avait trouvé sa raison d'être, et sa proie découvrirait que certains prédateurs ne cessent de poursuivre leur cible jusqu'à ce que toute menace pesant sur leur famille soit définitivement éliminée. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Stable. Il était attentionné, drôle et semblait sincèrement intéressé par elle et Emma. Votre ex-mari est-il militaire ? Avait demandé Darren, remarquant la photo encadrée de John en uniforme que René gardait sur la cheminée pour le bien d'Emma. Opération spéciale. Il est intense. Le genre d'homme qui résout les problèmes par la violence d'abord, puis par les questions ensuite. Le regard de Darren s'était illuminé d'intérêt. Ça a l'air dangereux. C'est pour ça que je suis parti. Je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui me faisait peur, même s'il prétendait que tout ce qu'il faisait était pour nous protéger. Ce que René ignorait, c'est que Darren Lockwood n'était pas représentant pharmaceutique. Son vrai nom était Darren Lockwood. Mais sa profession était bien plus sinistre. C'était un courtier en renseignements indépendant qui vendait des secrets militaires aux plus offrants, sans distinction de nationalité ou d'idéologie. Son arrivée à Colorado Springs n'était pas fortuite. Il cherchait spécifiquement des contacts avec des cibles militaires de grande valeur. Le dossier confidentiel de John Baxter en faisait une acquisition prioritaire. Son accès aux renseignements des opérations spéciales, sa connaissance des réseaux terroristes et son expertise tactique valaient des millions aux yeux des bons acheteurs. Mais John était notoirement difficile à approcher directement. Ses mesures de sécurité paranoïaques et sa réputation de violence le rendaient quasiment intouchable. René, en revanche, était une autre histoire. Un divorce solitaire avec une jeune fille, en quête désespérée de compagnie et de sécurité. Darren avait passé des semaines à étudier sa routine, ses préférences, ses vulnérabilités avant de l'aborder. Leur cours avait été calculé et méthodique. Des fleurs livrées alors que René se sentait dépassé par sa monoparentalité. Des dîners coûteux dans des restaurants qu'elle avait mentionné vouloir essayer. Des cadeaux pour Emma prouvant qu'il prêtait attention à ses intérêts. 2 mois plus tard, Darren avait emménagé. 3 mois plus tard, lui et René envisageaient le mariage. Emma a l'air de t'apprécier, avait dit René un soir, alors qu'il regardait la petite fille jouer dans le jardin. C'est une enfant spéciale. Intelligente comme son père, j'imagine. Le visage de René s'était légèrement assombri. John est intelligent, mais il est aussi dangereux. Une inquiétude quant à ce qu'Emma pourrait hériter de lui, comme son caractère, son incapacité à reculer devant un combat,
son manque total de pitié quand on le contrarie. René avait légèrement frissonné. J'ai vu de quoi il est capable lorsqu'il se sent trahi. Darren avait noté mentalement chaque détail. Le profil psychologique de John Baxter était crucial pour la suite. L'extraction systématique de renseignements par l'intermédiaire de sa fille et de son ex-femme. Le processus avait commencé modestement. Des questions anodines sur le calendrier de déploiement de John, ses récentes missions, ses contacts au sein de la hiérarchie militaire. René ne connaissait pas grand-chose des détails classifiés, mais elle en savait suffisamment pour brosser un tableau des opérations actuelles de J. Lorsqu'Emma discutait par vidéo avec son père, Darren écoutait depuis une autre pièce, enregistrant les conversations et les analysant pour en tirer des informations utiles. La petite fille était étonnamment observatrice, répétant souvent ce que John avait dit sur sa localisation, ses coéquipiers, ses missions à venir. Papa dit qu'il est dans un endroit très chaud et plein de sable. Emma avait fait son rapport après un appel et il travaille avec un certain Kirk qui lui confie des missions spéciales. Darren avait immédiatement fait des recherches sur Kirk Holt, découvrant son rôle de gestionnaire d'opérations secrètes. Les renseignements étaient précieux, mais Darren avait besoin de plus. Un accès direct aux détails opérationnels de J, aux paramètres de sa mission, à ses listes de cibles. C'est là que la manipulation psychologique a véritablement commencé. Le père d'Emma a rappelé la nuit dernière. Darren avait parlé à René après une conversation vidéo particulièrement longue. Elle semble toujours bouleversée après lui avoir parlé. Bouleversée, anxieuse, renfermée, comme si elle portait des secrets qu'elle est trop jeune pour comprendre. René a commencé à surveiller les appels d'Emma de plus près, posant des questions approfondies sur ce qu'elle et son père avaient discuté. Chaque information était transmise à Darren, qui rédigeait des rapports de renseignements détaillés pour ses contacts étrangers. Mais au fil des mois, Darren s'impatientait face à la lenteur des informations. Ses acheteurs exigeaient des renseignements plus détaillés, des données opérationnelles en temps réel, qui ne pouvaient provenir que d'un accès direct aux communications ou aux effets personnels de John. C'est alors que Darren commit son erreur fatale. Il décida de recourir à la force. Emma doit comprendre que sa vraie famille est ici, maintenant. Il dit à René un soir, tous ses contacts avec son père l'empêchent d'aller de l'avant. Je ne peux pas exclure complètement John de la vie d'Emma. C'est son père. C'est un tueur qui a abandonné sa famille pour sa précieuse carrière militaire. Emma mérite mieux. Les disputes s'étaient intensifiées au cours des semaines suivantes, Darren devenant de plus en plus autoritaire et manipulateur. Il avait commencé à isoler René de ses amis, à surveiller ses communications et à la menacer subtilement de ce qui pourrait arriver si elle ne coopérait pas à ses demandes d'informations sur John. Mais Emma était restée fidèle à son père, refusant de partager les détails de leur conversation ou d'accepter Darren comme parent de remplacement. Sa résistance avait déclenché quelque chose de sombre dans la personnalité de Darren, une tendance à la violence qu'il avait soigneusement cachée pendant sa campagne de manipulation. Le premier incident avait été une gifle au visage d'Emma lorsqu'elle avait refusé de l'appeler « papa ». Le second avait été une main forcée lorsqu'elle avait tenté de se cacher lors d'un des appels programmés de John. Mais la semaine dernière, Emma avait déclaré avec défi à Darren que son vrai père était. Alors que John rentrait bientôt lui rendre visite, son masque avait enfin complètement disparu. Alors que René travaillait tard à l'hôpital, ignorant ce qui se passait chez elle, Darren se tenait dans le garage, un marteau de charpentier à la main, une fillette de 8 ans terrifiée, attachée à une chaise. « Il est temps d'appeler papa », dit-il avec un sourire qui aurait fait tressaillir des soldats aguerris. Voyons voir à quel point il est coriace quand un être cher est en danger. Chapitre 3. L'appel. Je peignais une cible pour une frappe de drone lorsque l'appel arriva. Le désignateur laser se maintint sur le bâtiment principal du complexe. Tandis que John attendait la confirmation de l'opérateur du drone, mais le numéro d'Emma apparaissant sur son téléphone satellite modifia immédiatement ses priorités. Contrôler le Phantom 6. Suspendre l'autorisation de frappe. Communication prioritaire entrante. Fenêtre négative pour la cible du Phantom 6 se refermant dans 60 secondes. Jean ignora l'ordre et décrocha, s'attendant à l'accueil chaleureux habituel d'Emma. Au lieu de cela, sa voix le frappa comme une balle de sniper en pleine poitrine. C'était ma fille de 8 ans qui criait « Papa, je suis à l'hôpital. Mon beau-père m'a cassé les doigts un à un avec un marteau. » Le désignateur laser a glissé des doigts soudain apathiques de J, tandis que les sanglots d'agonie d'Emma emplissaient son oreillette. 20 ans d'expérience au combat, d'innombrables situations de vie ou de mort, et rien ne l'avait jamais préparé au bruit de la torture de sa fille.
Elle sanglotait. John l'entendait gémir au téléphone. Chaque respiration était une lutte contre la douleur et la terreur. « Emma, ma chérie, où es-tu? Es-tu en sécurité maintenant? Je suis à l'hôpital, papa. Les médecins disent qu'ils pensent que certains de mes doigts pourraient ne plus fonctionner correctement. » Sa voix s'est brisée sur les derniers mots, se transformant en sanglots déchirants qui ont déchiré la poitrine de J comme des éclats d'obus. « Fantôme 6, vous avez reçu l'ordre d'accomplir la mission. » La voix de Kirk Holt grésillait dans sa radio tactique, mais John ne se souciait ni des ordres ni des conséquences. « Emma, ma chérie, écoute-moi. Tu es en sécurité maintenant, d'accord? Les médecins vont prendre soin de toi. Et papa rentre à la maison. Il a dit que si je racontais à quelqu'un ce qui s'était réellement passé, il ferait du mal à maman aussi. » La voix d'Emma se transforma en un murmure terrifié. « Mais il fallait que je t'appelle, papa. Il le fallait. » Avant que John puisse répondre, le téléphone avait apparemment été retiré à Emma. Une voix d'homme retentit, confiante, moqueuse, du ton de quelqu'un qui se croyait maître de la situation. « Dis à ton père soldat, je viens le chercher. » La voix était inconnue, mais John en mémorisait chaque intonation. Il reconnaîtrait cette voix n'importe où maintenant. Et lorsqu'il retrouverait son propriétaire, l'homme découvrirait ce que 20 ans d'entraînement aux opérations spéciales pouvaient faire à l'anatomie humaine. J'ai posé le marqueur de cible glaciale. Le choc émotionnel se cristallisait déjà en quelque chose de bien plus dangereux. Ce calme prédateur qui avait fait de John Baxter l'un des agents les plus redoutés de l'armée américaine. « Ma puce, papa rentre à la maison pour donner une leçon à cet imbécile. Promis ?» La voix d'Emma était petite, brisée, mais portait une note d'espoir qui transperça le cœur de J. « Je te le promets, ma belle. Papa va tout arranger. » La ligne fut coupée, laissant John les yeux rivés sur son téléphone dans le silence soudain de la colline afghane. Autour de lui, la guerre continuait. Explosions lointaines, bavardage radio, le vin mécanique des drones de surveillance. Mais le monde de John s'était réduit à un cristal unique. Celui qui avait entendu sa fille allait mourir lentement et douloureusement. Fantôme 6 répondait immédiatement. La voix de Kirk Holt était cinglante et autoritaire. Vous avez abandonné vos paramètres de mission sans autorisation. John activa son laryngophone, sa voix portant un ton qui fit marquer une pause à son interlocuteur au milieu de sa phrase. Kirk, j'ai besoin d'une extraction immédiate et d'un transport à Colorado Springs. Ma fille a été torturée par son beau-père. Ce n'est pas comme ça que ça marche, John. Vous avez une mission à terminer. La mission est terminée. John se leva et commença à s'éloigner de sa position, laissant derrière lui des millions de dollars en équipement tactique et une cible hautement prioritaire dont l'élimination nécessiterait désormais une toute nouvelle opération. Soit vous me transportez chez moi, soit je trouverai ma voie. Mais je quitte l'Afghanistan dans les 6 prochaines heures, avec ou sans l'approbation militaire. Il y eut un long silence avant que Kirk ne réponde. Et lorsqu'il le fit, sa voix exprimait une inquiétude prudente. Jean Baxter était un atout trop précieux pour être perdu à cause d'une crise familiale, mais il était aussi trop dangereux pour s'opposer directement lorsque la sécurité de sa fille était en jeu. Tenez-vous prêt pour les coordonnées d'extraction. Nous vous mettrons à bord d'un transport dans les 4 heures. 2 heures. John, sois raisonnable, Kirk. La voix de John baissa à peine au-dessus d'un murmure, mais elle était plus menaçante que n'importe quelle menace hurlée. Ma fille de 8 ans m'a appelé pendant que quelqu'un lui cassait les doigts avec un marteau. Raisonnable est mort avec cet appel. 2 heures où je disparais et je gère ça à ma façon. Nouveau silence. Extraction dans 2 heures. Mais John, quoi que tu prévois, n'oublie pas que tu es toujours soumis à la loi américaine lorsque tu es sur le sol américain. John faillit rire de l'absurdité de cette déclaration. Pendant 20 ans, il avait opéré dans des zones d'ombre juridiques, éliminant les menaces contre la sécurité américaine par des méthodes qui horrifieraient les tribunaux civils. L'idée que le droit national puisse le contraindre alors que le tortionnaire de sa fille était encore en vie était plus que naïve. Bien sûr, Kirk, je garderai cela à l'esprit. Alors que John entamait le voyage vers son point d'extraction, son esprit était déjà en train de planifier sa mission. Darren Lockwood. Il avait entendu René mentionner ce nom lors de leur dernière conversation à propos de sa nouvelle relation. L'homme qui avait emménagé avec son ex-femme et sa fille, le représentant pharmaceutique qui semblait trop beau pour être vrai. John avait été méfiant dès le début, mais s'était retenu,
sachant que René avait le droit de continuer sa vie. Emma semblait assez heureuse avec son nouveau beau-père, et John n'avait aucun motif légal d'interférer avec les choix de son ex-femme. Mais cela changeait tout. Darren Lockwood avait franchi une ligne séparant la civilisation de la barbarie. Et John Baxter était particulièrement qualifié pour démontrer les conséquences de ce choix. Pendant le trajet en hélicoptère vers la base aérienne de Bram, John commença à recueillir des renseignements sur sa cible. Son ordinateur portable militaire lui donnait accès à des bases de données dont la plupart des forces de l'ordre ne pouvaient que rêver. Dossiers financiers, historiques de voyage, interceptions de communication, et même des profils psychologiques compilés par des analystes gouvernementaux. Ce qu'il a découvert sur Darren Lockwood était troublant, bien au-delà de la maltraitance infantile. La couverture de l'homme était élaborée, mais finalement fausse. Des comptes bancaires alimentés par des sociétés écrans, un historique de voyage coïncidant avec des fuites de renseignements, des schémas de communication suggérant des activités d'espionnage professionnel. Le sang de Gilles se glaça lorsque les implications devinrent claires. Ce n'était pas un cas isolé de violence conjugale. Darren Lockwood était un espion qui ciblait la famille de John, utilisant spécifiquement René et Emma comme des atouts dans le cadre d'une opération de renseignement qu'il menait. La torture infligée à Emma n'avait pas été une perte de contrôle momentanée. Il s'agissait d'une manœuvre calculée pour provoquer John et le forcer à abandonner sa mission et à rentrer chez lui, où Lockwood pourrait mieux le surveiller et le manipuler. Lorsque le transport de John atterrit à Colorado Springs, il comprit exactement à qui il avait affaire. Non seulement à un pédophile qu'il fallait arrêter, mais à un agent étranger qui déclarait la guerre à la famille de Gilles dans le cadre d'une opération de renseignement plus vaste. Darren Lockwood avait commis l'erreur fatale de croire que John Baxter répondrait à cette provocation par des méthodes policières conventionnelles. Rapport de police, audience de garde à vue, procédure judiciaire pouvant être manipulée et prolongée. Au lieu de cela, il allait découvrir que certains problèmes exigeaient des solutions plus directes. Et John Baxter résolvait les problèmes directement depuis 20 ans. La guerre en Afghanistan devrait attendre. John avait désormais une nouvelle mission, menée sur le sol américain contre un ennemi qui avait commis l'erreur impardonnable de blesser sa fille. Et contrairement à ses opérations à l'étranger, cette mission serait personnelle. Chapitre 4. Le retour du chasseur. L'hôpital pour enfants du Colorado ressemblait à un champ de bataille pour John tandis qu'il arpentait les couloirs stériles. Toujours vêtu de son pantalon tactique et de ses bottes de combat du vol d'extraction, les infirmières et les agents de sécurité s'écartèrent instinctivement. Quelque chose dans son attitude, son regard prédateur, les avertissait qu'il n'était pas homme à entraver. La chambre d'Emma se trouvait dans l'aile pédiatrique, gardée par un seul policier qui leva les yeux avec nervosité vers John. S'est approché. « Monsieur, j'ai besoin de voir une pièce d'identité. Je suis son père. » La voix de J était si tranchante que la main de l'officier se dirigea instinctivement vers son arme. « Bouge. » L'officier, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Bobby Fletcher, avait été informé de la situation d'Emma, mais pas des antécédents de son père. Ce qu'il vit, c'était un homme à l'air dangereux, au regard de tueur, exigeant l'accès à une victime mineure. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous vous calmiez et que vous me montriez. » La carte d'identité militaire de John apparut soudain au visage de l'officier, ainsi que des qualifications qui écarquillèrent les yeux de Bobby. Commandement des opérations spéciales, niveau d'habilitation classifié, et assez de distinction pour équiper une petite armée. « Seigneur, » murmura Bobby. « Vos forces spéciales ? » Quelque chose comme ça. John poussa l'officier et entra dans la chambre d'Emma, le cœur serré à la vue de ce qu'il vit. Sa fille de 8 ans gisait dans un lit d'hôpital, la main droite enveloppée d'épais bandages qui ne pouvaient cacher les angles anormaux de ses doigts. Son visage était pâle de choc et de douleur, mais ses yeux s'illuminèrent quand elle le vit. « Papa » Emma essaya de s'asseoir, puis grimaça en secouant sa main blessée. John fut près de son lit en 2 enjambées rapides, la serrant doucement dans ses bras tout en veillant à ne pas abîmer ses blessures. « Je suis là, ma puce. Papa est là. Je savais que tu viendrais. » La voix d'Emma était faible mais déterminée. « Je lui ai dit que tu viendrais me chercher. »« Où est ta mère ? » ?»« Maman parle au médecin. Elle a beaucoup pleuré. » L'expression d'Emma s'est troublée. Elle ne connaissait pas papa. Elle était au travail quand il m'a fait du mal. John sentit une rage froide monter dans sa poitrine, mais il garda une voix douce pour Emma. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé, ma chérie ?» L'histoire d'Emma se déroulait par fragments saccadés et douloureux.
Darren lui avait posé des questions sur le travail de J, ses missions, ses appels téléphoniques. Lorsqu'Emma avait refusé de partager des détails, les demandes de Darren étaient devenues des exigences, puis des menaces. Il avait dit, si je ne l'aidais pas, il arriverait quelque chose de mal à maman. Mais je ne pouvais pas lui parler de ton travail secret, papa. Tu as dit de ne jamais parler à personne de tes activités spéciales. John serra les poings tandis qu'Emma décrivait l'escalade des violences. Isolement, menaces verbales, et enfin la torture systématique qui lui avait laissé les doigts cassés, potentiellement irrémédiablement endommagés. Il a utilisé un marteau du garage, murmura Emma. Il disait que chaque doigt dont je ne lui parlerai pas de ton travail serait cassé. J'en avais déjà atteint 3. Elle se remit à pleurer. Jean la serrait avec précaution, son esprit calculant déjà des trajectoires, des chronologies et des zones de mort. Darren Lockwood avait torturé un enfant pour lui soutirer des renseignements militaires. Quelle que soit la définition du terme, cela faisait de lui un combattant ennemi engagé dans des opérations hostiles contre les intérêts américains. Monsieur Baxter. John se retourna et vit une femme en tenue d'hôpital entrer dans la pièce. Le docteur Catherine Hart, d'après son badge. Son expression était professionnellement compatissante, mais trahissait une tension sous-jacente. Je suis le docteur Hart, le chirurgien d'Emma. Je dois discuter de son pronostic avec vous. John serra doucement la main indemne d'Emma. J'arriverai. Retour, ma belle. Dans le couloir, l'attitude professionnelle du docteur Hart se brisa légèrement. Monsieur Baxter, je suis chirurgien pédiatrique depuis 15 ans et je n'ai jamais vu de blessure délibérée aussi précise. Celui qui a fait ça savait exactement quelle force appliquer pour briser des os sans causer de dommages mortels. Que dites-vous? Je dis que ce n'était pas un crime passionnel ni un moment de perte de contrôle. C'était une torture systématique pratiquée par quelqu'un qui connaissait l'anatomie humaine. La voix du docteur Hart baissa. Emma pourrait ne jamais retrouver l'usage complet de sa main droite. Les dommages aux petits os et aux ligaments sont importants. John sentit quelque chose de froid et de définitif s'installer dans sa poitrine. Darren Lockwood n'avait pas seulement maltraité sa fille. Il l'avait potentiellement handicapée à vie. Où est mon ex-femme? Madame Hendricks est dans une salle de conseil familial avec un inspecteur de police chargé de l'affaire. Salle 302. John trouva René dans une petite salle de conférence, assise en face de l'inspecteur André Jefferson, un homme noir d'âge moyen à la peau fatiguée. Les yeux de René. Quand John entra, son visage était ravagé par les larmes et la culpabilité. John, je suis vraiment désolé. Je n'en avais aucune idée. Où est-il? La voix de John était monotone, sans émotion. L'inspecteur Jefferson leva les yeux de son bloc-notes. Monsieur Baxter, je suis l'inspecteur Jefferson. J'ai quelques questions à vous poser sur l'endroit où se trouve Darren Lockwood. Un rapport de police est en cours d'arrestation, mais il a disparu. Il a quitté la ville hier soir après l'incident. John se tourna vers René, le regard plongé dans le sien. Raconte-moi tout sur lui. Tout. L'histoire de René se déroulait. Sa rencontre avec Darren, leur court éclair, son intégration progressive dans leur vie de famille. Mais à mesure qu'elle parlait, John commença à recueillir des détails qui dressaient un tableau différent de celui que la mère en deuil avait imaginé. Il a posé beaucoup de questions sur votre travail, admit René. Je pensais qu'il essayait simplement de comprendre pourquoi notre mariage a échoué. Quel genre de questions? Sur vos déploiements, votre habilitation de sécurité, vos contacts dans l'armée. Il semblait vraiment intéressé par son ami Kirk. Jean échangea un regard avec l'inspecteur Jefferson, qui commençait lui aussi à comprendre que cette affaire était plus complexe que de simples violences conjugales. Madame, Rhys, dit prudemment Jefferson. Monsieur Lockwood vous a-t-il déjà demandé des informations précises sur les activités de votre ex-mari? Pas directement, mais... Le visage de René pâlit sous les implications. Oh mon Dieu, il se servait de moi, n'est-ce pas? Se servir d'Emma? Le téléphone de Jean vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Votre fille hurle magnifiquement. Envie d'en savoir plus? Retrouvez-moi à l'ancienne aciérie d'Industrial Drive. Venez seul, sinon elle ne sera pas la seule à être blessée. John montra le message à l'inspecteur Jefferson, dont l'expression devint sombre. Ce type s'aggrave rapidement. Nous devons faire appel à l'aide fédérale, au FBI,
voir au renseignement militaire s'il s'agit vraiment d'un agent étranger. Non. La voix de J était définitive. Cela reste local pour l'instant. Monsieur Baxter, je comprends que vous soyez contrarié, mais le regard de John étouffa les mots de l'inspecteur. Inspecteur Jefferson, que savez-vous de mon service militaire? Jefferson jeta un coup d'œil aux attestations de John. J'avais déjà parlé d'opérations spéciales, de missions classifiées. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le choix. Soit vous me faites confiance pour gérer ça à ma façon, soit vous déposez des rapports et organisez des audiences pendant que Darren Lockwood disparaît à jamais. John se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Combien de tortionnaires d'enfants avez-vous poursuivis avec succès, inspecteur? Là n'est pas la question. C'est exactement la question. Votre système est conçu pour les criminels qui respectent les règles, avec qui on peut raisonner, qui répondent aux forces de l'ordre conventionnel. Darren Lockwood est un agent de renseignement entraîné qui a torturé ma fille pour lui soutirer des secrets militaires. Vos menottes et vos dates d'audience ne l'arrêteront pas. L'inspecteur Jefferson fixa John un long moment, reconnaissant dans les yeux de cet homme quelque chose qu'il avait vu chez les vétérans de guerre. La froide certitude de quelqu'un qui avait déjà tué et qui tuerait à nouveau si nécessaire. Que comptez-vous faire? Je compte résoudre ce problème définitivement. John se leva et se dirigea vers la porte, mais la voix de René l'arrêta. John, s'il vous plaît. Je sais. Tu es en colère, mais ne fais rien qui t'éloigne définitivement d'Emma. Elle a besoin de son père. John se tourna vers son ex-femme, son expression s'adoucissant légèrement. Emma a besoin de savoir que ceux qui lui ont fait du mal en subissent les conséquences. Les vraies conséquences. En quittant l'hôpital, John planifiait déjà son approche de la Syrie abandonnée. Darren Lockwood pensait attirer un père en deuil dans un piège, mais il allait en réalité subir 20 ans d'entraînement militaire et de violence. Le chasseur était rentré chez lui et la proie allait découvrir pourquoi les ennemis de John Baxter survivent rarement à leur première rencontre. Chapitre 5. Le piège dans le piège. La Syrie abandonnée de PBLO se dressait tel un monument à la décadence industrielle aux abords de Colorado Springs. Son squelette rouillé se découpait sur le ciel de l'après-midi. John gara sa voiture de location à 2 pâtés de maison et s'approcha à pied, se déplaçant avec une furtivité fluide qu'il avait maintenue en vie lors d'innombrables rencontres hostiles. Son évaluation tactique était automatique. De multiples points d'entrée, d'excellentes lignes de visée pour les snipers, d'innombrables cachettes pour embuscade. Darren Lockwood avait bien choisi, mais il avait commis une erreur cruciale. Il affrontait un adversaire qui combattait depuis 2 décennies sur des terrains plus hostiles. L'équipement de John était minimal, mais d'une efficacité redoutable, un Glock 19 avec silencieux, un couteau tactique, des serre-câbles et un petit kit d'outils d'interrogatoire qui, officiellement, n'existait dans aucun inventaire militaire. Il avait tout acquis lors d'une brève escale dans un entrepôt qu'il entretenait précisément pour ce type d'opération clandestine. Tandis qu'il survolait les lieux, le téléphone de John vibrait, alimenté par les mises à jour des renseignements de Kirk Holt. Son responsable avait été occupé pendant le vol de retour vers le Colorado, mobilisant toutes les ressources disponibles pour identifier les véritables antécédents et objectifs de Darren Lockwood. L'information était troublante par ses implications. Darren Lockwood était certes un courtier en renseignements professionnels, mais sa liste de clients ressemblait à un véritable Westwood des ennemis de l'Amérique, le FSB russe, le MSS chinois, le MO iranien et plusieurs organisations terroristes que John avait personnellement démantelées lors d'opérations à l'étranger. Plus inquiétant encore, les dossiers financiers de Lockwood faisaient état de paiements importants récents provenant de sources liées au terroriste lui-même. La cellule que John traquait en Afghanistan. Le moment n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait spécifiquement engagé Lockwood pour neutraliser John Baxter en ciblant sa famille. La torture d'Emma n'avait pas consisté en une violence aléatoire ou même en une collecte de renseignements. Il s'agissait d'une opération de guerre psychologique calculée visant à ramener John chez lui et à compromettre son efficacité opérationnelle. Chaque cri, chaque os cassé faisait partie d'une stratégie plus large visant à le détruire émotionnellement et professionnellement. John sentit sa fameuse rage froide se cristalliser en quelque chose d'encore plus dangereux. La certitude absolue que Darren Lockwood représentait une menace existentielle qui nécessitait une élimination permanente. Il entra dans la Syrie par un quai de chargement partiellement effondré, se déplaçant dans l'ombre avec un silence pratique. L'installation était un labyrinthe de machines rouillées, de passerelles effondrées et de débris offrant une excellente dissimulation aux chasseurs et à ses proies.
Je me demandais quand tu viendrais, la voix de Darren résonnait dans l'espace caverneux, même si je m'attendais à ce que cela prenne plus de temps. Vous, les militaires, suivez généralement les protocoles, déposez des rapports et attendez des renforts. John resta silencieux, utilisant le son de la voix de Darren pour trianguler son position tout en se rapprochant à travers le labyrinthe industriel. Votre fille est un vrai petit soldat, continua Darren, sa voix avec un ton moqueur qui fit resserrer la prise de John sur son arme. S'est cassé 3 doigts avant de commencer à parler. J'ai été impressionné. La plupart des adultes font une pause après le premier. John avait localisé la source sonore. Une passerelle à environ 30 pieds au-dessus du rez-de-chaussée, accessible par une série d'échelles et de passerelles d'entretien. Mais quelque chose clochait dans le positionnement trop évident pour un opérateur professionnel. Bien sûr, elle ne m'a pas donné beaucoup d'informations utiles. La voix de Darren continuait en répétant les mêmes détails génériques sur le travail important de papa, mais ses cris étaient vraiment très instructifs. Jean se figea en réalisant la situation tactique. La voix de Darren provenait de haut-parleurs répartis dans l'établissement. Il n'était pas du tout dans le bâtiment, ou s'il l'était, sa position réelle était complètement différente de l'endroit où sa voix semblait provenir. C'était plus qu'une embuscade. Il s'agissait d'une opération de renseignement sophistiquée conçue pour capturer ou tuer John tout en maintenant un déni plausible. L'Assyrie abandonnée n'était pas le piège de Darren. Il s'agissait d'une killbox mise en place par des professionnels disposant de ressources et d'un temps de planification important. La radio tactique de Jean crépitait avec une transmission cryptée. Fantôme 6. Ici Everwatch. Vous avez plusieurs ennemis convergeant vers votre position. Il ne s'agit pas d'une opération solo. La voix appartenait à Ali O'Brien, l'un des anciens membres de l'équipe de J qui travaillait désormais dans la sécurité privée. Quelqu'un avait activé le réseau de contact d'urgence de J, appelant à des faveurs qui s'accumulaient depuis des années. Holly, quelle est ta position? Coin nord-est avec Zach Walton et Edgar Davenport. Nous suivons une activité inhabituelle autour de cet endroit depuis 6 heures. Votre garçon Lockwood a amené des amis, au moins 8 opérateurs avec du matériel de qualité militaire. John sourit sombrement. Darren avait commis une autre erreur tactique. Il avait supposé que John viendrait seul, poussé par la rage paternelle et le compromis émotionnel. Au lieu de cela, il faisait face à une réponse coordonnée de la part de certains des hommes les plus meurtriers que l'Amérique ait jamais produits. Identification sur le sac mélangé des hostiles. La voix de Zach retentit à la radio. Un peu de russe Spetsnaz, quelques opérateurs chinois et ce qui ressemble à des entrepreneurs locaux. Qualité professionnelle, mais je ne m'attends pas à de la résistance. John s'est déplacé vers une position centrale qui lui offrirait plusieurs voies de fuite tout en maintenant la communication avec son équipe. Règle d'engagement. Votre fille, votre appel. La voix d'Edgar était plate, sans émotion. Nous sommes là pour vous soutenir, quelle que soit votre décision. Pendant un instant, John sentit quelque chose qui ressemblait à son ancienne humanité remuée. Gratitude pour la fraternité qui avait amené ces hommes à son aide sans question ni hésitation. Mais cette chaleur fut rapidement consumée par le feu froid de sa rage. Darren Lockwood meurt ce soir. Tous les autres sont des cibles secondaires à moins qu'ils n'interfèrent. Copiez ça. Début du balayage du périmètre. Le téléphone de John sonna avec un autre message de Darren. Je profite des retrouvailles. Vos amis militaires ne vous aideront pas lorsque votre ex-femme et votre fille commenceront à disparaître une par une. C'est plus grand que tu ne le penses, petit soldat. La photo ci-jointe a glacé le sang de John. La chambre d'hôpital d'Emma prise depuis l'extérieur de la fenêtre avec un réticule superposé numériquement sur sa forme endormie. Holly, j'ai besoin d'une sécurité immédiate à l'école pour enfants hôpital. Quelqu'un vise Emma. Déjà fait. Neil Bowers et Carl Thomberg sont sur place avec un équipement tactique complet. Votre fille est couverte. John ressentit une satisfaction prédatrice alors que la situation tactique évoluait en sa faveur. Darren s'était attendu à faire face à un père en deuil, animé par l'émotion et le désespoir. Au lieu de cela, il avait affaire à une opération militaire coordonnée menée par des hommes qui avaient passé des décennies à perfectionner l'art de la violence. Mais cela restait personnel. J'en voulais que Darren Lockwood soit en vie assez longtemps pour comprendre exactement quel genre d'erreur il avait commis en choisissant de torturer une fillette de 8 ans. La chasse était sur le point de commencer et à la fin de la nuit, Darren Lockwood découvrirait pourquoi les ennemis de John Baxter survivent rarement à ses rencontres avec lui. La différence était que cette fois,
John n'était pas contraint par des règles d'engagement ou des considérations politiques. Cette fois, c'était purement personnel, et c'est de façon personnelle que John Baxter a fait son meilleur travail. Chapitre 6. Sang et acier. Le premier hostile est mort tranquillement. Le couteau tactique de John glissait entre ses côtes alors que l'homme essayait de flanquer à travers le labyrinthe industriel. John a attrapé le corps avant qu'il ne puisse faire du bruit, le traînant dans l'ombre tout en le débarrassant des armes et du matériel de communication. Spetsnaz russe exactement comme Ali l'avait rapporté. L'équipement était un problème militaire de haut niveau, ce qui confirmait qu'il ne s'agissait pas d'une opération indépendante. Darren Lockwood bénéficiait du soutien sérieux des services de renseignement étrangers. L'écouteur de Jean crépitait des mises à jour de son équipe. Phantom 6. Nous avons un visuel sur la cible principale. Il est dans un centre de commandement mobile à environ 200 mètres au sud de votre position et coordonne les équipes de balayage. Combien d'opérateurs à l'intérieur de la zone de destruction? 8 confirmés, peut-être davantage dans des postes de réserve. Ils utilisent des protocoles standards de recherche et de destruction. Balayage systématique de la grille avec champ. 2 tirs superposés. John sourit froidement. Les tactiques de recherche et de destruction fonctionnaient bien contre les cibles conventionnelles, mais il supposait que les proies se comporteraient de manière prévisible. John Baxter était un ennemi surprenant depuis 20 ans. Il a activé une petite charge explosive qu'il a placée près du panneau électrique principal de l'installation. L'explosion a coupé l'électricité du bâtiment, plongeant la scierie dans l'obscurité. Tout en masquant simultanément sa position. Dans l'obscurité soudaine, John est devenu quelque chose de plus dangereux qu'humain. Un prédateur parfaitement adapté à son environnement. Ses lunettes de vision nocturne transformaient le labyrinthe industriel en un terrain de jeu tactique clair tandis que ses ennemis trébuchaient en territoire inconnu. Le deuxième meurtre est survenu alors que 2 opérateurs tentaient de se coordonner dans l'obscurité. Jean réprima la toux de Glock à 2 reprises. Les obus subsoniques transpercent les gilets tactiques avec une précision chirurgicale. Les 2 hommes tombèrent sans faire de bruit. Contact perdu avec l'équipe 2. La voix de Darren crépita dans la radio volée, passa à l'infrarouge et resserra le schéma de recherche. John était déjà en mouvement, utilisant le réseau de tapis roulants et de tunnels de maintenance de l'installation pour garder une longueur d'avance sur les équipes de recherche. Il avait étudié les plans du bâtiment au cours de son approche, mémorisant chaque point d'accès et chaque point d'étranglement potentiel. Son téléphone sonna avec un message de Kirkholt. « John, les agences fédérales se mobilisent pour soutenir votre opération, mais vous devez respecter les limites légales. Quoi que vous prépariez, assurez-vous que cela puisse être justifié lors des audiences du Congrès. » John a presque ri de cette absurdité. Les auditions du Congrès semblaient hors de propos lorsque des opérateurs étrangers tentaient de le tuer et menaçaient sa fille. Certains problèmes nécessitent des solutions qui existent en dehors des cadres juridiques. Le 3e meurtre était plus difficile. Un tireur d'élite positionné dans le pont roulant de l'installation, couvrant les principales voies d'approche avec un fusil de grande puissance. John a dû grimper 40 pieds de structure en acier rouillé pour atteindre la position de l'homme, se déplaçant dans un silence absolu tandis que les débris pleuvaient des poutres de support corrodées. Le tireur d'élite ne l'a jamais vu arriver. Le couteau de John a trouvé la base du crâne de l'homme, sectionnant instantanément la moelle épinière. Il a acquis le fusil de sniper et l'a allumé contre les équipes de recherche restantes. Surveillant leur signature thermique à travers l'optique avancée de l'arme. Chef d'équipe à terre, la voix de Darren était de plus en plus tendue. Toutes les unités convergent vers la position de la grue. Nous avons Baxter isolé, mais John était déjà parti. À l'aide d'une tyrolienne, il improvisait à partir d'un câble d'acier pour descendre jusqu'au niveau inférieur de l'installation. Les opérateurs restants se précipitèrent vers son ancienne position tandis qu'ils tournaient derrière eux, tournant leur propre tactique contre eux. Les 4e et 5e victoires ont eu lieu simultanément. 2 hommes se protégeant mutuellement avancent dans un étroit couloir entre des machines. L'engin explosif improvisé de J, fabriqué à partir de produits chimiques de nettoyage trouvés dans les zones de maintenance de l'installation, a provoqué un effondrement contrôlé qui a écrasé les 2 opérateurs sous plusieurs tonnes de débris d'acier. C'est impossible. La voix de Darren avait perdu sa confiance d'antan. C'est un homme contre une équipe tactique complète. Pas tout à fait. La voix d'Ali O'Brien traversa la fréquence radio. Vous faites face à l'homme qui chasse votre espèce depuis 20 ans. Et il n'est pas seul. Les explosions ont résonné dans l'installation alors que l'équipe de John commençait sa propre attaque contre les positions du périmètre.
L'expertise de Zach Walton en matière de démolition a transformé le centre de commandement mobile en une boule de feu. Alors que le fusil de précision d'Edgar Davenport commençait à éliminer systématiquement les forces de réserve, John profitait du chaos pour se rapprocher de son objectif principal, Darren Lockwood lui-même. L'homme avait abandonné son véhicule de commandement et s'enfuyait par la sortie arrière de l'installation, mais John connaissait mieux le terrain et avait anticipé la voie de sortie. Il a intercepté Darren au quai de chargement où il était entré. Sortant de l'ombre comme un esprit vengeur, Darren se retourna, levant un pistolet avec compétence professionnelle, mais John était déjà dans son arche de tir. Le désarmement était une opération spéciale classique, une frappe précise qui brisa le poignet de Darren tout en sécurisant son arme. Darren s'écrasa sur le béton, serrant sa main en ruine et regardant John avec un mélange de douleur et d'incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça, halta Darren. Je suis citoyen américain. J'ai des droits. » John s'agenouilla à côté de l'homme blessé, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. « Vous avez torturé ma fille de 8 ans pour obtenir des renseignements militaires. Vous avez perdu vos droits lorsque vous êtes devenu un combattant ennemi. Les tribunaux ne le feront jamais. Il n'y aura pas de tribunaux. » Le couteau tactique de John apparut dans sa main. La lame capte la lumière réfléchie par le véhicule de commandement en feu. Vous vouliez rencontrer l'homme qui a élevé Emma Baxter. Vous allez maintenant découvrir quel genre de père elle a. Les yeux de Darren s'écarquillèrent en comprenant qu'il n'allait pas survivre aux prochaines minutes. Attendez, je peux vous donner des informations. Les noms, les contacts, tout le réseau qui m'a embauché. J'ai déjà cette information. John Smile était arctique. Mes hommes ont démantelé votre entreprise pendant que vous jouiez à des jeux dans cette aciérie. Vos gestionnaires, vos contacts, vos réseaux financiers, tout a été compromis. Alors qu'est-ce que tu veux? Jean se pencha plus près, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Je veux que tu comprennes ce qui arrive aux personnes qui ont blessé ma famille. Je veux que vous sachiez exactement pourquoi croiser John Baxter a été la dernière erreur que vous ferez. L'interrogatoire a duré 30 minutes et a permis d'obtenir des renseignements qui permettraient d'éliminer 3 réseaux de renseignements étrangers distincts. Au moment où John avait terminé, Darren Lockwood avait fourni suffisamment d'informations pour empêcher des dizaines d'opérations futures contre des cibles américaines. Mais plus important encore, il avait éprouvé la même terreur impuissante qu'il avait infligée à Emma. La compréhension que la miséricorde ne viendrait pas, que ses souffrances servaient un objectif. Plus vaste et que son destin avait été scellé au moment où il avait choisi de faire du mal à un enfant innocent. Lorsque John a finalement mis fin à la vie de Darren, c'était avec l'efficacité clinique d'un soldat professionnel accomplissant une mission nécessaire. Il n'y avait aucune satisfaction dans le meurtre, aucune catharsis émotionnelle, juste l'achèvement froid d'une tâche qui devait être accomplie. Alors que les véhicules d'urgence convergeaient vers l'aciérie, John et son équipe se fondirent dans la nuit du Colorado. Les rapports officiels décriraient une fusillade entre gangs qui aurait fait de nombreuses victimes sans aucun témoin survivant pour compliquer le récit. Mais John Baxter connaissait la vérité. La justice avait été rendue. Sa fille était en sécurité et un message avait été envoyé à toute autre personne susceptible d'envisager de cibler sa famille. Certains problèmes nécessitaient des solutions juridiques. D'autres exigeaient des solutions permanentes, et John Baxter avait toujours été très doué pour les solutions permanentes. Chapitre 7. Nettoyage de la maison. La salle de briefing sécurisée de la base aérienne Peterson bourdonnait de tension tandis que John était assis en face d'un groupe de responsables représentant l'ensemble des services de renseignement et d'application de la loi américain. Le directeur adjoint du FBI, Mike Brock, le chef de la section de la CIA, Carl Cooper, et le colonel du renseignement militaire Dustin Rogers avaient convoqué une séance d'urgence pour aborder ce qu'ils appelaient officiellement l'incident de Colorado Springs. 11 agents étrangers morts, a commencé le directeur adjoint Brock, en lisant un rapport classifié. 3 véhicules détruits, une aciérie démolie et suffisamment d'armes pour équiper une petite armée. Tout cela remonte à une dispute conjugale impliquant votre fille. Ils sont venus ici spécifiquement pour vous cibler, sergent-major Baxter. L'utilisation de son grade officiel n'était pas accidentelle. Ces hommes comprenaient exactement à qui ils avaient affaire et les ressources dont ils disposaient. Quelle est votre évaluation du niveau de menace à l'avenir? Ces renseignements étaient trop précieux pour être ignorés. Identifie les opérations étrangères actives à travers c'est exact, a confirmé John. J'ai demandé à des équipes de vérifier les détails les plus critiques. 3 réseaux de renseignements étrangers opèrent sur le sol américain depuis plus de 5 ans, ciblant le personnel militaire et leurs familles.
Le chef de section Cooper avait l'air troublé. Des solutions directes. L'implication était claire. John exploitait son propre réseau de renseignements privés, menant des opérations non autorisées contre des menaces étrangères. Les responsables ont échangé des regards, reconnaissant à la fois les complications juridiques et la valeur pratique de telles capacités. Nous devons discuter de vos paramètres opérationnels à l'avenir, a déclaré avec précaution le directeur adjoint Brock. A été torturé par des agents des renseignements étrangers opérant sur le sol américain. Soit vos agences n'étaient pas au courant de la menace, soit elles n'ont pas pu l'arrêter. J'ai résolu le problème en utilisant les ressources disponibles et les méthodes appropriées. Méthodes appropriées. Le colonel Rogers haussa un sourcil. Vous avez tué 11 personnes sans autorisation légale ni sanction officielle. J'ai éliminé 11 combattants ennemis engagés dans des opérations hostiles contre des citoyens américains. Le fait qu'ils opéraient sur le sol américain ne change rien à leur statut de combattant. Le chef de section Cooper se pencha en avant. Le système juridique. Le système judiciaire aurait passé des mois à remplir des dossiers pendant que les agents étrangers continuaient de cibler les familles américaines. Combien d'enfants supplémentaires auraient été torturés pendant que vos avocats débattaient de la compétence et des exigences en matière de preuves? La pièce devint silencieuse pendant que les fonctionnaires traitaient l'argumentation de John. Ils ont compris la réalité tactique. Les forces de l'ordre conventionnelles étaient inadéquates pour traiter avec des agents de renseignement professionnels qui connaissaient les failles juridiques et les protections diplomatiques. Que proposez-vous? Demanda finalement le directeur adjoint Brock. Je propose que nous établissions un cadre formel pour faire face aux menaces nationales en matière de renseignement étranger, une unité spécialisée dotée des autorités juridiques appropriées et d'une flexibilité opérationnelle. John a activé un écran de présentation affichant des organigrammes et protocoles opérationnels qu'il avait élaborés lors de son vol de retour d'Afghanistan. Groupe de travail conjoint de contre-espionnage, a-t-il poursuivi. Personnel issu des opérations militaires spéciales, de la CIA, du FBI et d'entrepreneurs privés sélectionnés. Mandat visant à identifier et neutraliser les opérations de renseignement étrangers ciblant les citoyens et les infrastructures américaines. Le colonel Rogers étudia la présentation avec un intérêt croissant. Il s'agirait essentiellement d'une unité d'opération spéciale nationale dotée de larges pouvoirs pour mener une action directe contre les menaces étrangères. Exactement. Plus besoin d'attendre des procédures judiciaires pendant que les agents ennemis échappent à la justice. Fini les retards bureaucratiques alors que les familles américaines sont la cible de la collecte de renseignements. Le chef de section Cooper avait l'air sceptique. Le Congrès n'approuverait jamais quelque chose comme ça. Les seules exigences de surveillance légale. Le Congrès n'a pas besoin d'approuver ce qu'il ne connaît pas, l'interrompit John. Il s'agirait d'un programme classifié et financé par des budgets noirs existants avec une sécurité opérationnelle maintenue par des briefings compartimentés. Les trois responsables échangèrent des regards qui traduisaient des volumes de communication tacites. On leur proposait une solution à un problème qui s'aggravait depuis des années, l'audace croissante des services de renseignement étrangers opérant sur le sol américain. Qui dirigerait ce groupe de travail? A demandé le directeur adjoint Brock. Quelqu'un avec l'expérience opérationnelle pour identifier les menaces, les compétences tactiques pour les neutraliser et la motivation pour protéger les familles américaines. Le sourire de John était froid. Quelqu'un qui a déjà prouvé que la mission pouvait être accomplie. Le colonel Rogers hocha lentement la tête. Vous vous portez volontaire pour diriger un programme d'assassinat national. Je me porte volontaire pour protéger les citoyens américains des menaces des services de renseignement étrangers en utilisant toutes les méthodes qui s'avèrent nécessaires et efficaces. La réunion s'est poursuivie pendant encore 2 heures, couvrant les détails opérationnels, les cadres juridiques et les considérations politiques. À la fin, John avait obtenu l'approbation officieuse de sa proposition, étant entendu que le succès apporterait une reconnaissance formelle et que l'échec entraînerait un désaveu total. Alors que les fonctionnaires sortaient, le chef de section Cooper restait derrière. Il ne s'agit pas seulement de votre fille, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement. John resta silencieux pendant un long moment. L'attaque d'Emma était personnelle, mais les renseignements que nous avons récupérés suggèrent que des dizaines d'autres familles ont été ciblées. Des enfants menacés, des conjoints manipulés, des militaires compromis par des opérations de guerre psychologique, et vous voulez vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Je veux m'assurer que quiconque envisage de cibler des familles américaines en comprend les conséquences. La voix de J portait une certitude absolue. Certaines mesures de dissuasion ne fonctionnent que lorsqu'elles sont démontrées de manière convaincante.
Plus tard dans la soirée, John s'est assis à côté du lit d'hôpital d'Emma, lui lisant une histoire pendant qu'elle s'assoupissait par intermittence. Sa main bandée restait immobile sur la couverture, rappel constant de ce que les ennemis étrangers étaient prêts à faire aux enfants américains. Son téléphone sécurisé sonna avec un message de Kirk Holt. Autorisation officielle accordée, bienvenue dans la force opérationnelle conjointe de contre-intelligence. Votre premier colis cible sera livré demain. John sourit en regardant sa fille endormie. Emma grandirait dans un monde où les personnes qui blessent des enfants subissent des conséquences rapides et permanentes. Elle n'aurait plus jamais à craindre que les ennemis de son père puissent l'atteindre en toute impunité. Certains parents protégeaient leurs enfants par des moyens conventionnels, des serrures, des alarmes, des contraintes légales. John Baxter a protégé sa fille en veillant à ce que quiconque la menaçait disparaisse discrètement et définitivement. C'était une forme de justice dure, mais efficace, et c'était tout ce qui comptait lorsque la famille était en jeu. Le chasseur avait trouvé son nouveau terrain de chasse, et la proie allait bientôt découvrir que certains prédateurs ne cessent de poursuivre leur cible. Chapitre 8. Le réseau se défait. 6 semaines après l'incident de l'acierie, John se trouvait dans un entrepôt reconverti à l'extérieur de Denver qui servait de quartier général opérationnel pour le groupe de travail conjoint de contre-espionnage. L'espace grouillait d'activités, d'analystes traitant les renseignements, d'opérateurs planifiant des missions et de spécialistes techniques surveillant les communications sur plusieurs réseaux de renseignements étrangers. Emma était à la maison maintenant, ses doigts guérissaient lentement, mais son esprit intact. Elle avait commencé une thérapie physique et parlait déjà d'apprendre les arts martiaux pour pouvoir aider papa à combattre les méchants. John avait embauché des services de sécurité privés pour leur maison et l'école d'Emma, s'assurant qu'elle puisse retrouver une enfance normale pendant qu'il éliminait les menaces restantes. Le package cible alpha est prêt pour l'approbation finale. Rapporta Ali O'Brien en posant un épais dossier sur le bureau de J. Réseau de renseignement russe opérant depuis Aurora. 12 agents confirmés, dont le gestionnaire qui a engagé Darren Lockwood. John a ouvert le dossier, étudiant des photographies et des rapports de renseignement sur une cellule qui opérait dans le Colorado depuis 3 ans. Leur mission principale avait été d'identifier et de compromettre le personnel militaire en ciblant les familles. La même stratégie qui avait conduit à la torture d'Emma, les règles d'engagement, la réponse à spectre complet autorisé. Ces agents ont été liés à la compromission de 17 familles de militaires américains, dont 3 cas de mise en danger d'enfants. L'expression d'Ali était sombre. Ils utilisent les mêmes tactiques de guerre psychologique que celles utilisées par Lockwood pour menacer les enfants afin de contrôler les parents. John sentit la rage froide familière s'installer dans sa poitrine. Chronologie des raids simultanés ce soir à minuit 2. Zach et Edgar coordonnent les équipes d'assaut pour les emplacements principaux tandis que les forces de l'ordre local s'occupent des cibles secondaires. La beauté d'un nouveau cadre opérationnel réside dans son efficacité. Au lieu de mois de procédures judiciaires qui auraient pu être manipulées ou retardées, les menaces du renseignement étranger ont été identifiées et éliminées quelques semaines après leur découverte. Le message adressé aux ennemis de l'Amérique était clair. Cibler les familles américaines entraînerait des conséquences rapides et permanentes. Le téléphone sécurisé de John sonna avec un appel du détective André Jefferson, qui était devenu un agent de liaison non officiel entre les forces de l'ordre local et le groupe de travail. « John, nous avons un problème. René veut vous parler de la thérapie en cours d'Emma. Elle pose des questions sur les dispositions de sécurité, votre nouvel emploi et pourquoi les agents fédéraux continuent de visiter sa maison. » Du côté de John. Son ex-femme avait eu du mal à assimiler la révélation selon laquelle son petit ami était un espion étranger qui avait torturé leur fille à des fins de renseignement. Le traumatisme psychologique a été aggravé par la culpabilité liée à sa coopération involontaire avec l'opération de Lockwood. Quel genre de questions? Le genre qui suggère qu'elle a parlé à des avocats au sujet de modifications de garde. Elle pense qu'Emma serait plus en sécurité loin de vous étant donné la nature de votre travail. John ressentait un autre type de colère. Pas la froide rage opérationnelle qu'il ressentait face aux menaces étrangères, mais la fureur frustrée d'un père dont les droits parentaux étaient remis en question parce qu'il avait protégé sa fille de la torture. Planifier une réunion aujourd'hui si possible. 3 heures plus tard, John était assis en face de René dans la même salle de conférence de l'hôpital où ils avaient discuté pour la première fois des blessures d'Emma. Mais la dynamique a considérablement changé. René comprenait maintenant que son ex-mari évoluait dans un monde de missions classifiées et de décisions de vie ou de mort. Emma fait des cauchemars. René commença sans préambule. Elle se réveille en criant à propos de marteaux et de méchants hommes.
La thérapeute pense qu'elle a besoin de stabilité, de prévisibilité. Elle jouit de la stabilité, d'une sécurité armée, surveille les communications et sait que les personnes qui l'ont blessée sont mortes. René tressaillit à la mention désinvolte du meurtre par J. C'est exactement de cela que je parle. Vous avez transformé la vie de notre fille en une sorte d'opération militaire. J'ai veillé à ce que notre fille ne soit plus jamais torturée par des agents des renseignements étrangers. Si cela nécessite une sécurité de type militaire, alors c'est ce qu'elle obtient. Pour combien de temps? Le reste de son enfance. Toute sa vie. La voix de René s'élevait avec frustration. Elle a 8 ans, John. Elle devrait s'inquiéter de ses devoirs et de ses amis, et non de savoir si les ennemis de papa pourraient lui faire du mal à nouveau. John étudia le visage de son ex-femme, reconnaissant une véritable inquiétude maternelle mêlée de culpabilité face à son rôle dans la mise en danger d'Emma. Que proposez-vous? Modification de la garde partagée. Emma vit avec moi pendant l'année scolaire, vous rend visite pendant les vacances et les étés. Loin de tout ce que tu fais maintenant, et que penses-tu que je fais exactement? L'expression de René devint troublée. Je ne sais pas, et c'est ce qui me fait peur. Les agents fédéraux ne discuteront pas de votre mission actuelle. L'inspecteur Jefferson change de sujet lorsque je pose des questions sur l'incident de l'aciérie. Emma parle de papa qui a des amis spéciaux qui surveillent notre maison. John resta silencieux pendant un long moment, pesant la sécurité opérationnelle contre l'honnêteté parentale. Je chasse les gens qui menacent les familles américaines. Plus précisément, j'élimine les agents des services de renseignement étrangers qui ciblent le personnel militaire et leurs enfants. Tu es un assassin. Je suis un spécialiste du contre-espionnage qui utilise des méthodes d'action directe pour neutraliser les menaces étrangères. René le regardait avec un mélange de peur et de fascination. Combien de personnes avez-vous tué? De quoi garantir qu'Emma ne subira plus jamais le genre de torture que Darren Lockwood lui a infligé? Et c'est censé me réconforter. Jean se pencha en avant, sa voix empreinte d'une conviction absolue. Cela devrait vous réconforter car cela signifie que notre fille est protégée par quelqu'un qui possède les compétences, les ressources et la motivation nécessaires pour éliminer quiconque la menace. Combien d'autres enfants de 8 ans peuvent dire cela? Avant que René ne puisse répondre, le téléphone de John sonna avec un message urgent d'Edgar Davenport. Opération Alpha compromise. Une cible s'est échappée et se dirige vers l'école d'Emma. Extraction immédiate requise. John se leva instantanément, son esprit tactique passant en mode combat. Où est Emma en ce moment? À l'école. John, qu'est-ce qui ne va pas? L'un des agents étrangers que nous traquons vient de rompre la surveillance et se dirige vers l'emplacement d'Emma. John appelait déjà du renfort alors qu'il se dirigeait vers la sortie. J'ai besoin que vous appeliez l'école et leur disiez de mettre en œuvre des procédures de verrouillage. Maintenant, René pâlit. C'est exactement de cela que je parle. Votre travail met à nouveau Emma en danger. Mon travail est la seule chose qui a assuré la sécurité d'Emma depuis Lockwood. John s'arrêta à la porte, son expression s'adoucissant légèrement. René, ces gens ciblaient notre famille bien avant que je commence à les chasser. La seule différence maintenant, c'est que je les traque. Alors que John traversait la circulation de Colorado Springs en direction de l'école primaire d'Emma, il se coordonnait avec son équipe tactique via une radio sécurisée. L'agent évadé, un officier des renseignements russes nommé Alex Volov, faisait partie du réseau qui avait engagé les services de Lockwood. Phantom 6, ici Everwatch. La voix d'Ali crépitait à la radio. Il est confirmé que la cible se dirige vers l'école dans un véhicule volé. État 4 minutes avant votre arrivée. Statut de sécurité de l'école. Le confinement est initié, mais le périmètre du bâtiment est vulnérable. Nous avons des actifs à intercepter, mais ça va être serré. John a poussé son véhicule plus fort, se faufilant dans la circulation avec les compétences de quelqu'un qui avait mené des poursuites à grande vitesse en territoire hostile. Chaque seconde comptait lorsque la sécurité d'Emma était en jeu. Son téléphone sonna avec un appel du directeur de l'école d'Emma. Monsieur Bacter, Emma est en sécurité dans le bureau administratif, mais il y a un homme sur le parking qui demande à lui parler. Il prétend appartenir au service de protection de l'enfance. Ne le laissez en aucun cas entrer dans le bâtiment. Des agents fédéraux sont en route. John pouvait maintenant voir l'école avec une berline noire garée près de l'entrée principale. Grâce à ses jumelles, il a repéré Alex Vulov s'approchant du bâtiment avec ce qui semble être des documents officiels,
probablement de faux papiers destinés à accéder à Emma. L'agent russe avait commis une erreur tactique critique. Au lieu de disparaître après que son réseau ait été compromis, il a décidé de mener à bien sa mission initiale en ciblant directement la fille de J. C'était une erreur qui lui coûterait la vie. John s'est garé 3 pâtés de maison et s'est approché de l'école par un ponceau de drainage qui assurait une dissimulation tout en offrant plusieurs positions de tir. Son fusil supprimé était déjà chargé de munitions de qualité supérieure conçues pour un tir de précision à longue portée. À travers sa lunette, John observait Volkov se disputer avec la sécurité de l'école tout en tentant de pénétrer dans le bâtiment où Emma se cachait. L'homme était désespéré, probablement conscient que ses issues de secours se fermaient, et son seul moyen de pression était de terroriser une fillette de 8 ans. Le réticule de John se fixa sur le centre de gravité de Volkov, sa respiration régulière et contrôlée. Le tir serait effectué à 150 mètres, par un léger vent latéral et en position de tir surélevé, ce qui était tout à fait dans ses capacités, mais nécessitait un calcul précis. Alors que le VCAV dégaina une arme et commença à menacer le personnel de l'école, John appuya sur la détente avec le calme acquis par 20 ans de tir de précision. L'obus subsonique atteignit Vav en pleine poitrine, le faisant tomber instantanément sans alerter les civils à proximité. Cible neutralisée. John fit son rapport par radio. La menace pour Emma était écartée. Alors que les véhicules de secours convergeaient vers l'école, John s'éloigna de sa position de tir et retourna à son véhicule. Emma serait en sécurité maintenant. La menace immédiate était écartée et un message avait été envoyé à tous les autres agents étrangers qui pourraient envisager de cibler sa famille. Mais en quittant les lieux, John réalisa que René avait en partie raison. Son travail comporterait toujours des risques susceptibles de mettre Emma en danger. La question était de savoir si ces risques étaient plus importants que la certitude que des ennemis étrangers la cibleraient s'ils cessaient de les traquer. Pour John Baxter, la réponse était simple. Tant qu'il existerait des gens qui tortureraient des enfants à des fins de